Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin. Bonjour Michel Sapin. Oui, bonjour. Le chômage a encore augmenté au mois de décembre. Il ne faut pas s'attendre à des miracles cette année, a dit le Premier ministre. Et c'est une fatalité, l'augmentation du chômage? Non, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Donc d'abord, regardez cette réalité en face. En 2013, on s'est battu au fond pour stopper la hausse. C'est à peu près à quoi nous sommes arrivés, mais ça ne suffit pas. Si après ça reprend, et ça a repris en 2014, c'est évidemment une réalité qui n'est pas acceptable. C'est une réalité qu'il faut continuer à combattre. Mais on a l'impression que vous n'avez pas les armes pour après, on n'est pas dans le domaine du miracle. Il faut continuer ce qu'on appelle les politiques de l'emploi. Il y a un élément que beaucoup soulignent, c'est que, s'agissant des jeunes, le chômage n'a pas augmenté, qu'il a aussi diminué. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place des mécanismes qui permettent à des jeunes de trouver des emplois, même si ce sont des mécanismes dits aidés. Et très chers. Qui pèsent beaucoup. Qui coûtent moins que le même jeune au chômage, avec toutes les dérives possibles de la part de ce jeune. Mais ça ne suffit pas, c'est évident. Et pour reprendre ce que disait M. Langlais juste avant, il faut que dans l'économie elle-même, dans les entreprises, chez les artisans, chez les commerçants, se créent de nouveaux emplois. Et c'est là, évidemment, que nous mettons en place tout un tas de dispositifs. Nous, c'est aussi bien au niveau européen, les décisions de la Banque Centrale Européenne, qu'au niveau strictement français, en diminuant les charges des entreprises. Est-ce que vous savez... de réforme plus profonde, l'assouplissement du marché du travail, des choses comme ça. Vous êtes incapable de les faire et vous ne les ferez pas. C'est aussi cela, et c'est ce que moi j'ai fait avec une loi qui a porté ses fruits et qui fait qu'aujourd'hui, les licenciements de plus de 10 ne présentent pas les mêmes complexités pour les entreprises et sans pour autant insécuriser les personnes concernées, les salariés eux-mêmes, qui sont mieux accompagnés vers l'emploi. Donc on peut faire des réformes, on doit faire, on a déjà fait des réformes extrêmement profondes, il faut continuer à le faire. La loi dite loi Macron est aussi une loi de réforme, mais c'est pas le début et la fin de la réforme. La réforme, ça doit être un mouvement. La réforme, ça doit être continuel. Dans un monde qui change tout le temps, la France doit s'adapter continuellement à ce mouvement-là pour permettre aux entreprises de créer les emplois nécessaires. Quand le Premier ministre dit qu'il ne faut pas attendre des miracles cette année 2015, il fait... Non, il est trop il ne faut pessimiste. jamais rien attendre d'un miracle, puisque non, nous il est ne trop sommes pas pessimiste. dans un monde où nous croyons au miracle. Non, il n'est pas pessimiste. Il regarde la réalité en face. Et la première manière de faire bouger une réalité, c'est de la regarder en face. Si vous regardez à côté, vous ne faites pas bouger cette réalité. Deuxième chose, aujourd'hui, l'euro a considérablement baissé par rapport à il y a 6 mois ou 9 mois. C'est une bonne nouvelle pour nos entreprises qui exportent mieux et donc vont pouvoir créer des emplois. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, grâce à la Banque Centrale Européenne, sont très faibles. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui veulent investir et qui vont trouver de l'argent à moins cher. Aujourd'hui, le prix du pétrole, ça c'est personne qui l'a décidé, c'est comme ça que ça s'est fait, ça s'est trouvé. Le prix du pétrole est extrêmement faible. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, ça coûte moins cher et c'est une bonne nouvelle pour les ménages parce que ça leur apporte un peu de pouvoir d'achat. Il y a plein de bonnes nouvelles et on nous dit n'attendez pas d'amélioration sur le front du chômage. C'est paradoxal, hein, Michel Sapin. C'est pas ça. On attend une amélioration sur l'autre front. Je disais qu'il faut continuer à se battre avec des politiques dites de l'emploi, même si vous les trouvez coûteuses. Je répète, c'est moins coûteux qu'un jeune au chômage, mais il faut en même temps plus de croissance. Nous prévoyons cette année 1% de croissance. L'année dernière, il y a eu 0,4% de croissance. À 0,4% de croissance, vous n'arrivez à rien sur le front du chômage. À 1%, vous commencez à avoir quelques résultats. Il faut viser ensuite 1,5% ou vers 2%. C'est ça l'objectif de notre politique. Après, voilà, il y a 3 éléments qui vont mieux. On ajoute les baisses de charges. Est-ce que vous savez, est-ce que tout le monde sait que là, au mois de janvier, au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisations, il n'y a plus de charges au niveau du SMIC payées par les entreprises. C'est un encouragement à faire en sorte que des emplois qui sont aujourd'hui pas pourvus, parce que les gens hésitent à le faire, puissent l'être et à partir de là, offrent des emplois à des gens qui n'en ont pas. La Grèce est un autre de vos tracas, Michel Sapin. Allez-vous annuler une partie de la dette grecque? Non, l'annulation. Personne ne demande l'annulation. Il faut faire très attention. Les Grecs, les nouveaux dirigeants grecs. Et non, justement, il faut être très attentif aux mots parce que les mots ont un sens. La dette est odieuse, dit votre nouveau collègue des Finances. Oui, la dette est odieuse pour tout le monde, pour ceux qui ont à la rembourser comme pour ceux qui attendent qu'on la rembourse. La Troïka nous étouffe. Très bien. Est-ce qu'il demande l'annulation? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire l'annulation? Est-ce qu'il s'agit d'annuler? Est-ce qu'il s'agirait d'annuler une dette qui serait due aux banquiers, à la finance internationale ou aux marchés internationaux? Non. Tout ceci a déjà été annulé en Grèce. C'est quoi la dette que la Grèce a
vis-à-vis de nous. C'est une dette qu'elle a vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire une institution publique, vis-à-vis de l'Union Européenne, c'est-à-dire vis-à-vis de nous. Hein. Si c'est pas remboursé au niveau de l'Union Européenne, c'est chaque pays qui paye. Et parfois vis-à-vis de chacun des pays qui ont fait des efforts de solidarité. Donc moi j'ai entendu mon collègue ministre des Finances depuis hier, il a dit il n'est pas question de transférer du contribuable grec vers le contribuable français, allemand, slovène, espagnol. Il a raison. On ne va pas faire des contributions de cette nature. Les Français n'en voudraient pas, le contribuable n'en voudrait pas. Par contre, évidemment, il y a des choses à discuter avec le gouvernement grec. Quoi alors? Pour l'étalement de la dette? Pour leur permettre d'avoir une dette plus soutenable, comme on dit, plus facile à rembourser. On va étaler la dette, c'est ça? Plus facile. Ce sont des discussions qui ont lieu normalement avec des pays qui sont dans des situations comme celle-ci. Cette discussion aurait eu lieu avec le gouvernement précédent si celui-ci avait une nouvelle majorité. Il y a maintenant une majorité qui était dans l'opposition. C'est avec cette majorité-là que nous discuterons sereinement, donc tranquillement, avec une volonté d'aboutir à un résultat bon pour tout le monde, cette question du poids de la dette en Grèce. Donc on étale la dette. Mais ça fait partie des sujets. Il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a la question des taux d'intérêt, il y a la question de la durée du remboursement, il y a la question de la croissance. Comment voulez-vous que la Grèce puisse rembourser une dette alors qu'elle a perdu 25% de sa richesse en 5 ans? C'est gigantesque. C'est ça l'austérité d'ailleurs. Hein. C'est quand on perd 25% de sa richesse, ça c'est l'austérité. Nous, on a gagné un peu de richesse depuis 5 ans. Est-ce que l'alliance du parti de gauche radicale qui a gagné les élections, Syriza, avec la droite souverainiste en Grèce, vous pose un problème ou pas, Michel Sapin? Ça leur pose un problème à eux. Donc c'est un choix qu'ils ont fait. Notre interlocuteur, mes interlocuteurs, ils sont issus de Syriza, ils sont en responsabilité et je les prends comme tels. Ce sont des responsables politiques qui sont redevables devant leurs électeurs, comme moi, je suis redevable devant les Français. On a appris hier que le gouvernement avait décidé de ne pas augmenter le tarif autoroutier, alors qu'un accord avait été passé avec les sociétés d'autoroutes. Et hier, chez Marc-Olivier Fogel, Pierre Copé, qui est le directeur général de Vinci, a dit c'est simple, on va saisir les tribunaux, et le contrat est tellement solide qu'il y a de grandes chances qu'ils gagnent. C'est pas un peu compliqué à comprendre que la stabilité juridique, où vous signez un accord, n'est pas respectée? Il y a une chose qui est assez simple à comprendre, c'est que tout le monde considère, toutes les autorités de la concurrence considèrent qu'il y a une situation anormale dans les autoroutes et que les prix sont aujourd'hui plus élevés qu'ils ne devraient l'être. Il y a un travail qui est fait en particulier au Parlement. Au même moment où il y a un travail qui est fait pour voir l'état des choses, voir les propositions, on allait augmenter. Non, ça ne serait pas respectueux. Vous avez signé un contrat avec les sociétés d'autoroutes. C'est repoussé dans le temps pour qu'on puisse faire la lumière exacte sur ce qui est normal en termes d'augmentation et ce qui est anormal en termes d'augmentation des péages. L'État peut prendre un engagement puis changer d'avis. Il a le droit. Demandez à vos auditeurs ce qu'ils pensent du niveau des péages autoroutiers et de leur évolution. Je vous parle de qui l'État. n'a rien à voir avec le niveau de l'inflation. Donc il y a une évolution des péages routiers aujourd'hui qui est anormale. Il a été considéré comme tel par des autorités de caractère indépendant. Il me paraît légitime qu'on prenne ça en compte. Dernière question. Un amendement à la loi Macron instaure un secret des affaires et qui inquiète beaucoup les journalistes qui, disent-ils, ne pourront plus. Par exemple, l'affaire du Mediator ne serait pas sortie, enquêter sur les sociétés sans risquer de grandes sanctions. Je comprends l'inquiétude, mais c'est pas du tout l'objectif. Là, l'objectif, c'est de protéger un certain nombre de brevets, un certain nombre de mécanismes de fabrication d'autres entreprises. Vous savez, je ne peux ne citer aucun pays, mais il y a beaucoup de pays qui sont très attentifs à essayer de savoir ce qui se passe, parce que la France est très ingénieuse. La France est considérée comme telle, très créative. On préfère conserver pour nous-mêmes, pour la France, pour nos entreprises, pour nos salariés, pour les emplois, le secret sur cette ingéniosité. Peut-être que l'amendement est mal rédigé alors. Bien sûr, il ne s'agit surtout pas de mettre en cause ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte de nature différente, qui heureusement ont permis par le passé de faire sortir un certain nombre d'affaires qui étaient parfaitement anormales. Donc il faudra préciser l'amendement. Bien sûr. Et ça sera fait. Ça sera fait. Michel C'est l'objectif d'un débat parlementaire. Michel Sapin, bien sûr, était l'invité d'RTL ce matin.